avant le ZAN, on parlait d'artificialisation des sols. Oui. Donc, c'était une façon quand même d'employer le mot sol dans les politiques publiques. Et Mhm. puis maintenant, on dit zéro artificialisation nette, mais on ne dit plus des sols, parce que c'est Bah trop long. alors, Donc finalement, on a réussi encore une fois à enlever l'objet principal de la mesure, de son appellation, ce qui est très fort. aujourd'hui, un sujet qui pourrait fâcher si tout le monde l'appréhendait correctement, pour avoir fait un petit sondage autour de moi au CESE hier, le ZAN, tout le monde dit, mais oui, bien sûr, le ZAN. Et puis en fait, quand vous demandez ce que ça veut dire, la réponse souvent c'est on ne comprend pas. Le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire en 2050, on n'artificialisera plus du tout, les sols vont être sacralisés, il n'y aura plus de gymnase dessus, plus de pavillon, plus rien. Ça fait très très peur aux maires qui pensent qu'on va leur interdire de tout faire. En fait, il y a beaucoup de fantasmes sur le ZAN, qui est pourtant un élément important de la loi, et il nous fallait quelqu'un qui connaisse cette affaire, et une des rares personnes qui sache de quoi on cause et qui ne dit pas de bêtises sur ce sujet, c'est Maëlys Desrousseaux. Bonjour, bonsoir Maëlys, votre micro est-il Bonsoir. allumé? Oui, vous avez un balai de sorcière derrière vous, je ne sais pas pourquoi, j'espère que ce n'est pas pour moi. Vous êtes maîtresse de conférence au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers. Vous avez vous avez participé au rapport de l'IPBES l'an dernier, il y a 2 ans, je ne sais plus, sur la restauration, la dégradation des terres, et vous avez commis un rapport important pour l'IFSTAR et l'INRAE sur la notion même d'artificialisation. On va en parler, et votre spécialité, on l'aura compris, c'est la protection des sols. Merci d'être là avec nous. J'espère que Lou ne passera pas la porte. Non, il va rester sage. Théorie d'or. A priori, il dort. Ouais, mais il doit sentir que sa maman n'est pas là. Non, je dis ça D'où juste le pour… balai. Voilà, d'où le balai. Non, juste pour voir sa tête, on ne sait jamais. Le ZAN, d'où ça vient? Alors déjà, quand on dit zéro artificialisation nette, concrètement, ça veut dire quoi? Et ce terme net qui est à la fin, pourquoi on n'a pas dit brut, par exemple? Alors, c'est amusant, je viens de le réaliser, mais avant le ZAN, on parlait d'artificialisation des sols. Oui. Donc, c'était une façon quand même d'employer le mot sol dans les politiques publiques. Et Mhm. puis maintenant, on dit zéro artificialisation nette, mais on ne dit plus des sols, parce que c'est trop long. Alors, Donc finalement, on a réussi encore une fois à enlever l'objet principal de la mesure, de son appellation, ce qui est très fort. et pourquoi? Ça reste, comme disait Philippe Billet, un de vos mentors, qui fut votre directeur de thèse, hein, c'est ça? Oui. Philippe Billet nous avait dit que le sol était un impensé, que ça n'existe pas. C'est ça, c'est typiquement ça, On y en termes revient, juridiques. exactement. On y Enfin, revient. on y reste, en fait, hein. Alors, ce qui était un trait d'espoir d'évolution, c'était que justement, on allait parler des sols par l'entrée artificialisation. Mhm. Et bon, c'est le cas hein, réellement, mais finalement, quand on dit ZAN, il n'y a plus le sol dans le ZAN. Bon, alors il y a déjà le Z0, ça tout le monde voit à peu près ce que c'est. Mhm. Artificialisation, on imagine que c'est juste, voilà, je mets une maison, je mets un gymnase, une rocade, un bout de macadam, boum, c'est artificialisé. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors non, c'est plus subtil que ça. Déjà, Mhm. pour retracer un peu l'origine du Oui. concept, il faut repartir dans les travaux de la Convention de lutte contre la désertification, donc assez loin de nous finalement, C'est une qui, convention de l'ONU, hein, c'est ça? de l'ONU, oui, c'est la Convention ONU de 1993, mais qui avait dessiné un programme, on va dire, au début des années 2010, qui parlait de Zero Net Land Degradation. Donc là, on était sur toutes les formes de dégradation des terres, et c'est un programme qui s'inscrivait dans la lignée du fameux rapport de l'IPBES sur la dégradation et la restauration des terres. Donc là, on était déjà sur un objet plus large que le sol, puisque ce sont les terres dans la traduction du mot land en anglais, Mhm. et on portait sur l'ensemble des formes de dégradation de ces terres, de manière à mettre en place des mécanismes de restauration pour atteindre ce net. Donc, en Mhm. fait, le net, ce n'est pas la France qui l'a inventé. On n'a fait que retranscrire, enfin, ou du moins s'inscrire dans une dynamique plus large que nous. D'accord. Et Par la suite,
par la suite, on peut retrouver un document de la Commission européenne, la communication de la Commission européenne qui s'intitule Pour une Europe sobre dans l'utilisation de ses ressources en 2011 et qui, là, cette fois-ci, parlait de Zero Net Land Take. Donc, on est sur le concept anglais de l'artificialisation, qui est en fait le changement d'usage des sols ou le changement d'occupation des sols. Et là, ce document-là mettait les États membres de l'Union européenne sur une trajectoire de Zero Net Land Take à l'horizon 2050. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de hasard et qu'on est sur les calendriers européens avec notre ZAN de la loi climat. Et que dès 2020, on aurait dû être déjà sur une trajectoire de net. Donc là, par contre, on était un peu ric-rac et on a senti d'ailleurs un petit peu l'urgence de dernière minute pour respecter ce cadre-là, qui n'est pas d'ailleurs opposable juridiquement. D'accord, on va y venir. Pourquoi l'Europe? Donc, on a bien compris, ce n'est pas qu'une histoire franco-française, comme le disent certains et certaines, c'est une histoire européenne. La dégradation des sols ou l'artificialisation est à ce niveau qu'il faut aujourd'hui préserver ce qui reste parce qu'on n'a plus suffisamment de terre simplement pour faire de l'agriculture, c'est ça? Voilà, c'est une histoire arithmétique, on n'a plus assez de terre. Oui, si on regarde les chiffres encore, donc c'est des chiffres à l'échelle mondiale, mais c'est 70% des terres qui sont considérées comme dégradées, il me semble. Donc, c'est énorme. Et là, en fait, il faut absolument… Donc, il y a une question d'urgence dans cette réforme-là. Il y a une urgence dans la protection des sols, puisque c'est 95% de l'alimentation. Et on n'a pas encore parlé des services que rendent les sols, mais j'imagine que les personnes qui suivent cette émission sont tout à fait au courant de la question. Évidemment. J'avais noté la consommation moyenne de sol en France. Un Français occupe en moyenne au sol 443 mètres carrés de surface artificialisée. C'est 21% de plus qu'un Espagnol, 20% de plus, 29% de plus qu'un Italien et 36% de plus qu'un Allemand. Les Français artificialiseraient donc beaucoup par la propension que nous aurions à avoir une grande maison avec un jardin clos de murs. Il y a vraiment une typicité française, une particularité française en la matière? Oui, chacun veut son rond-point déjà. Il y en a 37 000, je crois, dans les pays. Disons que il n'y a pas vraiment de corrélation. Là, il y a eu donc dans le cadre de l'étude de l'INRA et de l'IPSTAR que tu citais tout à l'heure, il n'y a pas de corrélation entre le taux d'artificialisation et la croissance démographique. Il n'y a pas de corrélation entre le taux d'artificialisation et la réalité des besoins. On artificialise dans des endroits qui sont même en perte démographique. D'accord. Alors pourquoi on le fait? C'est quoi l'intérêt? Eh bien, ce sont des déterminants économiques et sociaux qui ne sont pas dans mon champ de spécialité. D'accord, c'est bien, une manière pudique de ne pas vouloir répondre, mais on aura compris, effectivement, on voit partout des… L'autre jour, j'ai vu ça en Vendée, entre Pouzauges et les Herbiers, une route qui a été construite parallèle à une autre route parce que ça faisait 30 ans que le budget a été voté et qu'il fallait le faire à un moment ou à un autre. Donc, on a fait une route et une autre donc, qui ne sert plus à rien, mais qui est à côté. Bon, bref. Peut-être quand même pour donner un élément de réponse qui revient sur cette question de l'international et de l'urgence, c'est l'absence de perception du besoin qu'on a des sols et l'absence de perception de la raréfaction des sols. Les sols sont engagés dans un processus de raréfaction, on va en manquer, mais en France, comme on a la plus grande surface agricole utile, comme on a la plus grande surface du territoire des pays de l'Union européenne, on ne perçoit pas qu'on est en train de manquer de sol. D'accord. Et donc, les politiques publiques sont quelque part le miroir de cette perception. Quand on dit artificialisation, c'est synonyme de l'étalement urbain, tout bêtement? Alors, il y a plusieurs façons d'artificialiser. Il y a en effet l'étalement urbain lié à la métropolisation, mais il y a aussi beaucoup d'infrastructures de transport. On est les champions de la route en Europe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être mis en parallèle avec une initiative grecque de cette année
le gouvernement grec a adopté un décret pour créer des zones sans route. Donc, Des zones sans route. oui, Pardon. donc, en anglais, c'est les roadless areas. Et il a été fait un lien très fort entre l'érosion de la biodiversité, la fragmentation des territoires par les infrastructures, mais aussi en raison du bruit, etc. Et quand on regarde la carte de l'Europe des infrastructures de transport, on se rend compte qu'il y a vraiment très peu d'espaces qui ne sont pas traversés par des routes, même dans les espaces naturels protégés. Alors ça, vous faites bien de le dire, c'est un autre aspect de l'artificialisation, Oui. c'est le fait que ça coupe, ça fragmente les milieux naturels, ça empêche monsieur d'aller voir madame et inversement, ça nuit à la reproduction des espèces. C'est la première cause, a priori, d'érosion de la biodiversité. La difficulté pour le droit avec le sujet de l'artificialisation, c'est que si on reprend la définition statistique qu'on connaît depuis le départ, qui est en fait l'ensemble des formes d'utilisation du territoire qui ne sont ni naturelles, ni agricoles, ni forestières, c'est l'ensemble des activités humaines, économiques, de logement, de transport, etc. Et donc, tout ça, c'est tout autant de régimes juridiques et d'autorisations nécessaires qui font qu'on n'a pas aujourd'hui une gouvernance liée à l'artificialisation. D'accord. Mais d'ailleurs, la notion même d'artificialisation, alors vous avez travaillé là-dessus dans ce rapport commun Istar-Inrae, vous l'avez dit, c'est une notion un peu floue. Est-ce qu'une terre qui semble être naturelle peut être en fait artificialisée au regard de la biologie, au regard de la pédologie? Est-ce qu'on a des terres agricoles qui sont aussi artificielles ou pas loin d'être artificielles, comme un parking? J'exagère un peu. En fait, ce qui est artificiel, c'est la définition de l'artificialisation. C'est-à-dire que Oui, on n'avance pas là. à un moment, il a fallu trancher par un besoin d'utilité. Il y a une finalité première à cette définition de l'artificialisation qui était initialement, donc à la fin des années 80, la protection des terres agricoles. Et donc, forcément, il fallait mesurer la consommation, parce qu'on oscille en fait entre artificialisation et consommation. Donc, c'était la consommation des espaces agricoles, et donc ont été mis dans le même lot les espaces agricoles, naturels et forestiers. Et donc, finalement, ce n'est pas vraiment flou, puisqu'on est capable de le comprendre. C'est juste que ça ne repose pas sur des critères scientifiques. C'est une notion statistique. Et naturellement, lorsque le débat s'est réouvert en 2017 et en 2018 avec l'adoption du plan biodiversité, où le lien est fait entre l'érosion de la biodiversité et l'artificialisation des sols, la population se pose légitimement la question de dire, mais attendez, pourquoi est-ce qu'une terre agricole n'est pas artificialisée si la question, c'est la protection de la biodiversité? Bonne question. Et le débat toujours pas tranché, qui n'est pas près de l'être. Hein. Le débat est tranché dans le sens où la nouvelle définition de l'artificialisation qui est aujourd'hui dans le Code de l'urbanisme exclut expressément les terres agricoles de la notion d'artificialisation, en utilisant le terme de potentiel agronomique. D'accord. Bon, c'est pratique comme ça. Comme ça, finalement, on ne se pose plus la question. Oui, parce que ça veut dire que c'est une terre en activité, mais aussi ça peut être une terre en friche qui aurait le potentiel de repartir en activité. D'accord. Néanmoins, avec tout ça, est-ce qu'on sait mesurer précisément ce qui est artificialisé ou ce qui ne l'est pas? Parce qu'il faut bien partir d'un référentiel avant de dire on va faire le ZAN. Est-ce que chaque commune en France sait combien de surface elle a artificialisé, donc combien elle ne devra plus artificialiser dans le futur? Est-ce que c'est sûr, ça? On a plusieurs moyens de le savoir. Donc, il y a eu vraiment une avancée progressive à partir de 2018-2017, le plan biodiversité. Il a fallu trouver des nouveaux outils de mesure pour l'artificialisation, puisque Terutiluca, qui était la base de données utilisée sur une campagne tous les 3 ans, était un outil statistique avec des points de maillage du territoire, mais qui ne pouvait pas donner lieu à des chiffres territorialisés à une échelle plus fine que celle du département. Il y avait aussi Corinne Landcover, qui était une méthode qui existe toujours. Hein. Corinne Landcover, c'est le satellite. La télédétection,
qui, elle, avait des imprécisions puisqu'elle englobait des tâches de bâti dans des grandes tâches agricoles plus grandes si elles étaient inférieures à 25 hectares. Alors après, maintenant, c'est descendu à 5 hectares, mais ça faisait quand même une différence. On passait de 9% d'artificialisation à 5% d'artificialisation. Ah oui, quand même. Oui. Donc, l'idée a été trouvée d'utiliser les fichiers fonciers qui ont C'est-à-dire, c'est quoi les alors, fichiers fonciers? les fichiers fonciers, c'est la documentation d'un bien rattaché à une parcelle et identifié avec un numéro cadastral D'accord. et qui, en fait, sur la base de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, distingue 13 catégories fiscales qui datent d'une instruction de 1908, mais qui est encore très actuelle, hein, où on distingue les vergers, les landes, les céréales, les carrières. Et donc, ça permet, en fonction de la déclaration annuelle du propriétaire, de savoir si la terre est non artificielle en 2019 et en 2020, elle n'est pas déclarée au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, donc on sait qu'elle a été artificialisée. Et là, du coup, on a une précision à l'échelle de la parcelle et ça nous permet de voir, maintenant, il y a la carte, il y a un portail de l'artificialisation, c'est le travail du CEREMA, qui nous permet de comparer les communes sur des dynamiques d'occupation du sol de 2009 à 2020. Et du coup, d'avoir atteint cette précision, on a confirmé le diagnostic, c'est-à-dire que la tendance est à la baisse et qu'on perd vraiment beaucoup de sol. Les chiffres du CEREMA étaient très proches de ceux qu'on avait des campagnes de Terutiluca. Donc, on est globalement autour de 9% et on est toujours, par contre, sur une croissance de l'artificialisation. Même si le rythme ralentit, et d'ailleurs c'est très conjoncturel, hein, ce n'est pas vraiment lié à la réglementation, c'est surtout lié à l'économie. Donc même si le rythme ralentit, c'est toujours une croissance. D'accord, oui, à chaque fois qu'il y a une crise financière, 2008-2009, ou là, la crise du Covid, boum, on a arrêté d'artificialiser, ça repart ensuite. Et ça repart de plus belle, oui. Ça repart de plus belle, ça repart comme avant, ou quand même on baisse le rythme malgré tout? Je sais pas, je pense pas qu'on puisse encore avoir les chiffres suffisamment à jour pour se rendre compte de l'effet Covid ou autre chose. Simplement, on observe qu'avec l'adoption du ZAN, donc avec la loi climat de 2021 et l'intégration du régime dans le code de l'urbanisme, il y a une forme de ce que tu disais tout à l'heure d'anticipation qui est, selon moi, assez déraisonnée. C'est-à-dire, pourquoi déraisonner? Cette anticipation, elle se fait sur de la densification, sur le démarrage de projets dans l'urgence, comme s'il y avait une peur qu'ils ne soient pas acceptés par la suite, et sans qu'il y ait vraiment de réflexion sur les formes urbaines ou sur les projets d'aménagement qu'on aurait envie de développer. D'accord. Alors, donc on construit à toute vitesse en attendant que le ZAN se mette en place. Mais alors justement, qu'est-ce qu'impose la loi? Il y a deux dates clés, deux dates butoirs. C'est 2031, corrigez-moi si je me trompe, et 2050. Est-ce que vous pouvez nous faire l'article là-dessus, nous expliquer concrètement ce à quoi les maires, les aménageurs sont confrontés d'ores et déjà? Oui, alors, d'ores et déjà, pas grand-chose, puisque donc là, en fait, tout le monde est en train de se mettre en conformité avec les décrets qui viennent de paraître. Là, donc, c'est les décrets du 29 avril dernier. On va y venir. Voilà. Et donc, l'objectif futur va être, à l'échelon 2031, d'avoir diminué de 50% la consommation des NAF, donc espaces naturels, agricoles et forestiers, par rapport aux 10 années précédentes, donc 2011-2021. Et le deuxième échelon, ça va être entre 2031 et 2050. Là, cette fois-ci, l'objectif, c'est d'atteindre en 2050 un solde net d'artificialisation. Donc, en fait, le net du ZAN, pendant 10 ans, on ne va pas véritablement le sentir. On va rester sur une logique de réduction de la consommation. D'accord. Et ce qui veut dire la période clé, c'est les 10 ans avant 2020. C'est-à-dire que les gens qui auront bâti beaucoup en 2020, ils auront encore un réservoir d'aménagement possible jusqu'en 2030. Donc, c'est la prime à ceux qui ont déjà beaucoup aménagé finalement. Pas nécessairement. D'accord.
Pas nécessairement parce que donc l'objectif de réduction, il va être réparti tout d'abord à l'échelle des régions. Donc aujourd'hui, on a des très grosses régions, donc ce sera inscrit dans les SRADET, les schémas régionaux d'aménagement de développement durable pour l'égalité des territoires. Et pourtant, on dit souvent que le SRADET, c'est une coquille vide qui ne sert pas à grand-chose. Je pense que le SRADET prend de l'ampleur. D'accord, très bien. C'est comme beaucoup d'outils issus de réformes qui ont mis du temps. Mhm. Notamment, il y avait la question de celui de Ronald Pauwerne qui ne comportait pas d'objectifs chiffrés, si ma mémoire est bonne. Donc Mhm. là, il va y avoir en fait dans la partie réglementaire des SRADET, donc avec une obligation de compatibilité et non de prise en compte pour les SCOT, donc les schémas de cohérence territoriale, des enveloppes en fait d'artificialisation des sols. Donc, c'est-à-dire que ça va se calculer, pardonnez-moi, l'objectif à l'échelle d'un SCOT. Donc, ce n'est pas l'échelle d'une commune. Donc, il y aura une péréquation entre les communes qui ont beaucoup artificialisé pendant les 10 dernières années et celles qui l'auront moins fait. C'est ça? Oui, il va y avoir très certainement des jeux de pouvoir, mais ce n'est pas forcément au bénéfice de celles qui ont beaucoup artificialisé et au détriment de celles qui ont déjà été sobres. Là, il y a eu déjà beaucoup de discussions entre l'adoption de la loi en août 2021 et la parution des décrets au printemps 2022 par des associations d'élus locaux et la Fédération nationale des SCOT notamment. D'accord. J'ai entendu beaucoup d'élus ruraux dire oui, mais nous, finalement, dans la mesure où les villes vont pouvoir encore bâtir parce qu'il leur faut accueillir, il leur faut construire des logements, comme il y aura un système de compensation, nous, on va nous interdire de bâtir pour arriver à ce zéro artificialisation net. La différence entre le brut et le net se fera par une compensation au détriment des communes rurales. Est-ce que c'est une crainte légitime? Alors, je ne crois pas. Je pense qu'il y a deux. Il y a deux éléments. Déjà, il y a la question de la compétence qui, à mon avis, ennuie plus qu'autre chose ces communes-là, qui vivent peut-être mal l'idée de ne pas avoir de liberté. Donc, on repart sur la question de la libre administration des collectivités territoriales. Donc, elles Faut se les voient peut-être comprendre. un peu amputées d'une capacité de partie d'aménager. Donc ça, c'est le premier point, au-delà de la réalité du besoin d'artificialiser, en fait. C'est le confort de se dire, si je voulais, je pourrais. Mais le second point, c'est qu'en réalité, ça va inviter très fortement ces communes rurales à réfléchir à leur forme urbaine et aux modalités de développement qu'elles veulent mener pour Entre elles. peut-être changer, en fait, changer de structure de bâti, densifier, parce que justement, comme on va rester sur une mesure de l'artificialisation qui est sur de la consommation d'Enaf, donc ça veut dire en extension, elles vont devoir en priorité combler leurs dents creuses et donc satisfaire des besoins en logement et en aménagement au sein des poches déjà urbanisées. Et donc, ça veut dire peut-être changer de modèle de construction. D'accord, mais ça veut dire que les communes donc, vont être obligées de discuter entre elles et pas chacune dans leur coin. Mais en même temps, les communes, elles se raccrochent à ce qui leur reste de pouvoir, c'est-à-dire le permis de construire. C'est un peu une révolution dans notre psyché, dans la psyché des élus en France. C'est un éternel débat. Ouais. Il avait déjà eu lieu lorsque, en 1999, on a créé les zones agricoles protégées. On en a rediscuté en 2005 à l'occasion de la loi sur le développement des territoires ruraux. Il y a eu aussi, alors si je remonte un peu en 2000 avec l'adoption de la loi SRU et le contrôle du Conseil constitutionnel sur la question des SCOT, déjà les SCOT étaient considérés comme une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Et on se rend compte 20 ans après qu'on n'est quand même pas insatisfait de la présence de ces SCOT. Et donc, il y a vraiment un débat classique entre État et collectivité. Quelle autorité est la plus à même de protéger les terres? Mais je reviens un peu sur ce que vous disiez avant. On parle beaucoup des collectivités, des Comcom. Là, vous nous dites, en fait, l'élément pivot, ce sera bien la région. La région qui est déjà l'interlocuteur de nous tous face à l'Europe, ce qu'on oublie, et la région qui va nous dire finalement, comment bâtir dans l'avenir. C'est très logique. C'est dans l'architecture administrative qui se dessine, la fusion des régions
était très attendue par l'Union européenne. L'attribution des fonds européens se fait en priorité aux régions. Mhm. Et là, en fait, finalement, on rajoute véritablement une compétence à ces régions. Oui. Et pourtant, on vous dira, les régions sont tellement grandes qu'on peut difficilement imaginer qu'un fonctionnaire à Toulouse sache de quoi il retourne à Banyuls, ou au Poitou-Charentes. Mais surtout qu'à Toulouse, ils viennent de se faire annuler leur PLU Ah pour oui, consommation excessive des espaces et ben voilà. agricoles, Non, mais et confirmé en appel. comprenez les régions, on comprend bien l'intérêt pour l'Europe et l'intérêt pour une gestion harmonieuse de l'espace, des terres, mais en même temps, les régions sont tellement grandes, encore une fois, que les maires de petites communes peuvent à bon droit dire, ben oui, mais ils ne connaissent rien, ils ne sont pas sur le terrain, ils sont à 500 km. Mais c'est inéluctable, de toute façon, c'est vers ça qu'on va. Le pouvoir, finalement, de dire l'usage des sols, il va échapper aux maires. Non, Non. non, en fait, enfin, il y a cette guerre des chiffres, mais ensuite, là où peut-être que les maires vont pouvoir retrouver du pouvoir, ça sera quand on mettra en place les mesures de compensation. Parce Alors, que, ouais. Justement, compensation, ça veut dire quoi, alors, concrètement? compensation, donc c'est la clé pour atteindre le net. Donc, ça sera après 2031. Et il faudra donc désartificialiser des sols. Et c'est là où on peut être surpris ou déçu, hein, suivant comment on se sent, par l'adoption des décrets sur la nomenclature des sols artificialisés, qui est venu appliquer la définition législative. Oui, et qui a retiré dans cette définition les carrières, hein, c'est ça? C'est ça, Ce ne c'est sont plus ça. des espaces artificialisés. En fait, on se retrouve en réalité aujourd'hui, alors avant 2021, le problème, c'était qu'on n'avait pas de définition de l'artificialisation dans le droit et Mhm. qu'il y avait tout un tas de mécanismes qui existaient avant le ZAN sur la lutte contre l'étalement urbain, des objectifs de densification, des limitations de la consommation des espaces, etc. Donc, on avait tout un tas d'éléments, la constructibilité limitée, mais on n'avait pas l'artificialisation. Et aujourd'hui, en fait, on a dans le même article deux définitions de l'artificialisation. Et c'est ça qui ajoute, je pense, à l'incompréhension de la réforme qui n'est pas du tout portée par les membres du gouvernement, qui est très technique. Alors, les deux définitions qu'on a, la première, elle est assez porteuse d'espoir. C'est que pour la première fois dans le droit, on a une définition on va dire, comment dire, on a une attention qui est portée aux fonctions des sols, D'accord. puisque l'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions d'un sol, notamment les fonctions biologiques, hydrauliques et climatiques. Donc ça, c'est en soi une énorme avancée. Pour la première fois, on parle des sols Bien. et on parle de leurs fonctions. Mhm. Et Mais, finalement, on peut se dire que si on avait mis la dégradation d'un sol, c'est l'altération durable de toute ou partie de ses fonctions, en fait, on aurait pu dire la même chose. Donc, on a une forme de définition cachée de la dégradation des sols. Le problème, c'est qu'on l'a mise dans le code de l'urbanisme. et alors, ça change quoi? Eh bien, donc ça veut dire qu'elle va s'appliquer uniquement aux décisions prises en relation avec le code de l'urbanisme. On a un principe d'indépendance des législations en France. Alors qu'on aurait pu, si on avait été un peu plus ambitieux et si la volonté du gouvernement dite en 2016 de porter une stratégie nationale sur la protection des sols, on aurait pu avoir dans le code de l'environnement un chapitre sur la protection des sols avec un titre sur un volet sur l'artificialisation et puis d'autres volets sur les autres formes de dégradation. Et donc, on aurait pu en fait chapeauter cette fois-ci, du point de vue de l'environnement, toutes les formes de dégradation des Oui, sols. oui, mais les sols n'existent pas juridiquement, donc ils n'avaient aucune Et chance de mais, se retrouver dans le code de l'environnement. ça, c'est la magie du droit. Mais alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans le code de l'environnement, ce chapitre existe désormais. Ah Oui, bon? oui.
Alors, il y a rien dedans. Il y a, non, il y a un article. Il y a un article qui porte sur les principes, liés à la pollution des sols. Une Mhm. sorte de enfin, c'est vraiment pas un article opposable. Mais le fait est que dans le sommaire du code de l'environnement, il y a désormais, une partie comme ça. Donc j'imagine que c'est une façon derrière de se laisser la liberté de le remplir progressivement. Bon, Mais bon. c'est déjà, l'attention y est déjà. Mais on voit bien les stratégies détournées de la part de la minorité de députés et de sénateurs qui cherchent à faire avancer les choses sur ce sujet et qui sont véritablement obligés de ruser pour que les sols intègrent le code. Ouais, et puis rusé face à une demande sociale qui est celle d'augmenter le nombre de logements. Est-ce Mais qu'il n'y a pas un d'ailleurs, hiatus là-dessus? oui, en fait, si on étudie bien la loi, cette réforme-là, elle n'a ni queue ni tête parce qu'elle est dans. Donc, déjà, elle porte sur l'artificialisation des sols et non pas sur toutes les formes de dégradation des sols. Et en plus de ça, elle est dans un titre qui s'intitule Se loger. Mhm. Comme si on voulait faire entendre que ça allait uniquement avoir un impact sur la question du logement, alors qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est toute forme de changement d'usage Mhm. des sols. Mhm. Donc, c'est très étrange la façon dont c'est amené. Et d'ailleurs, les débats à l'Assemblée nationale ont essentiellement porté sur la question de mais c'est scandaleux, Madame Vargon, on ne va plus pouvoir construire de maisons, on va dormir dans la rue. Ah oui, Donc, c'était vraiment de la haute voltige, oui, euh, oui, très fin, oui, oui, bien oui, sûr. bien sûr. Donc, voilà, on a cette première définition qui est très intéressante et qu'on peut saluer. Et puis, si on descend de 2 lignes dans le texte, on nous dit que dans les documents de planification, Le Scott et l'artificialisation. le PLU. Voilà, c'est ça. L'artificialisation des sols sera ta 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 ta. Et du coup, on a une deuxième définition de l'artificialisation qui ne correspond pas à la première, qui ne parle plus des fonctions, mais qui ne regarde que les surfaces. Et puis en plus, on a une troisième approche qui nous dit, mais en attendant, on ne va pas regarder ça comme ça, on va regarder ça uniquement du point de vue de la consommation. Donc en fait, c'est comme si on avait déjà trois. Donc là, si on parle de la clarté du droit, on comprend que ça en défrise quelques-uns. Eh Et oui. ensuite, la loi nous dit, reportez-vous au décret d'application pour savoir si un sol doit être considéré comme artificialisé ou non. Et là aussi, les fonctions des sols ont complètement disparu. Et il y a véritablement, à mon sens, un scandale dans ce décret. C'est pour ça que le Sénat consulte en ce moment les élus locaux là, jusqu'au 27 juin, je crois, sur leur difficulté à appliquer l'objectif ZAN. C'est ça, parce que la loi est devenue incompréhensible. Alors, peut-être qu'il y a de ça aussi. Alors, après, moi, je trouve que c'est pas comme si on l'avait pas vu venir, hein. Ouais. Je vous ai donné tout à l'heure les dates 2011, 2015, 2017. Allez, on va Oui. dire, si on prend comme date de départ le plan biodiversité 2018, c'était il y a quand même 4 ans. Oui, ils auraient pu s'y préparer plus tôt, mais je cite le Sénat, je ne sais plus quel rapporteur de commission, décret d'application remettant en cause les équilibres de la loi, consigne variable des services de l'État, nécessité de repenser dans des délais serrés l'ensemble des politiques territoriales, insuffisance des outils de mesure de l'artificialisation, blablabla. Bon, il y a un peu de mauvaise foi, on l'a bien compris. Quelques questions, même plusieurs questions. Internet, tiens, la LGV, non pas LGV, pardon, l'autoroute, le projet d'autoroute Toulouse-Castres, tout le monde est contre et pourtant il se fait. Est-ce que le ZAN ou un autre outil peut permettre de s'y opposer, même si c'est un OIN, je crois, un truc d'intérêt national. Il y a des outils qui permettent de s'opposer à ça ou c'est peine perdue? 500 Alors, hectares de terres agricoles qui vont être artificialisés. pour répondre sur le ZAN, qui va être en fait juste une histoire de comptabilité, hein, Mhm. de comptabilité de surface, les grands projets, effectivement, OIN et projets d'intérêt de ce genre, vont être considérés dans une enveloppe à part, donc ne vont pas venir grever les capacités de consommation d'espace des communes sur les territoires desquels ces projets se Mhm. tiennent. Donc là, il y a une sorte D'accord. déjà de péréquation. Mhm. Mais donc, ça ne va pas vraiment dans le sens d'une opposition au projet.
Mhm. Ensuite, là où il faut peut-être regarder, je pense, pour le moment, un angle mort un peu du contentieux, malgré le fait que l'autorité environnementale ait déjà lancé un petit signal en 2019, Mhm. c'est la quasi-absence de prise en compte de la consommation des terres dans les évaluations environnementales. Ah bon? Oui. Oui, oui, c'est un rapport de 2019 de l'autorité environnementale qui dit que c'est véritablement, donc déjà, le sol en tant que milieu naturel dans l'atteinte à ses fonctions, on ne va pas vraiment regarder l'impact du projet sur le sol. Ça, c'est un premier point qui d'ailleurs pourrait constituer un bon argument de défense. Et le deuxième point, c'est ce qui est, alors, ce qui est écrit dans le Code de l'environnement, article L122-3, il me semble, c'est que les éléments qui doivent être pris en compte dans les évaluations environnementales sont notamment les terres, virgule, le sol. Donc, Et oui, et alors, ça veut dire quoi? on peut considérer que c'est un peu absurde. C'est juste que c'est une transposition de directive. Et la directive, elle dit land, virgule, soil, parce qu'elle Mhm. distingue toujours ces deux éléments. Mais il faut en profiter finalement pour se dire qu'on a deux arguments. On a à la fois la consommation des terres par le projet et l'atteinte au sol dans ses fonctions. Ouais, c'est quand même une argutie, c'est quand même subtil, hein. Oui, mais alors s'il y a des pédologues qui traînent sur Zoom ce soir, peut-être Il y en a. regarder les évaluations environnementales du projet d'infrastructure. Et en tout cas, ces 500 hectares de terres agricoles, de terres agricoles, pardon, comment pourront-ils être compensés, de quelle façon? Bah, là, à l'heure actuelle, si, je ne connais pas le projet, mais si l'autorisation, enfin si la DUP est déjà déclarée, on est quand même en amont Mhm. de la mise en œuvre du ZAN. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de rétroactivité d'application de la loi sur ce projet-là. Toutefois, il y aura donc un mécanisme, il y aura donc potentiellement 3 mécanismes de compensation qui sont déjà existants dans le droit. Le premier, c'est la compensation collective agricole sur l'atteinte Mhm. aux surfaces. Mhm. Le deuxième, c'est la compensation forestière si jamais ça entraîne des défrichements avec des obligations de reboisement. Et le troisième, ça sera la compensation des atteintes à la biodiversité. Mais on ne peut pas considérer, on peut pas considérer que ce soit satisfaisant. Enfin, le principe même de la compensation est assez critiqué par la doctrine environnementaliste. C'est vrai. Moult rapports l'ont démontré. Autre question de Joël Guittard. L'agrivoltaïsme dont on parle, testé dans la vallée du Rhône, par l'INRAE notamment, peut-il être considéré comme de l'artificialisation du sol? Bah là, on retrouve, c'est une question que je peux vous retourner en disant, mais ça dépend de quelle discipline vous êtes. Et donc, si la question, c'est l'atteinte au sol, donc il y a une altération Mhm. durable de toute ou partie des fonctions du sol, même si c'est uniquement des plots ou des panneaux sur pilotis, c'est toute la polémique autour du décret aujourd'hui sur les panneaux photovoltaïques, où les surfaces ne seront pas comptabilisées comme artificialisées. Mais là, il ne faudrait pas non plus se tromper d'ennemi parce que si toutefois il peut y avoir une compatibilité avec un usage agricole, eh Mhm. bien dans ces cas-là, bon, c'est certes pas satisfaisant, mais peut-être pourquoi pas, je veux dire, ça peut se réfléchir. Mais Mhm. le vrai scandale, il vient du fait qu'aujourd'hui, on a retiré les surfaces de carrière Mhm. des espaces artificialisés. Et ça, Mhm. c'est une véritable régression du droit de l'environnement. Alors qu'on a dans le Code de l'environnement un principe de non-régression. Pourquoi c'est une régression? Parce qu'a priori, on ne va pas ouvrir 100 000 carrières en France. Le risque est faible. Pourquoi c'est une régression? C'est une régression parce que il y a plusieurs dizaines de milliers d'hectares aujourd'hui de carrières en activité et pas forcément celles à venir et qui étaient antérieurement comptabilisées dans le taux d'artificialisation des J'ai sols en France compris, d'accord. et qui va d'un seul coup réduire. D'accord. Du coup, ça augmente le portefeuille d'aménagement possible pour une commune. Alors, j'ai pas la science infuse, mais moi, depuis mon petit bureau, c'est ce que je lis. D'accord, mais je vous fais confiance. Autre question, pareil, même punition de Yves Colombet. Les méthaniseurs, est-ce que ça contribue à artificialiser les sols de près ou de loin? Alors, L'artifice. c'est comme le bâti agricole, la question des serres aussi. Donc,
Si on reste sur la question de la consommation, en fait, c'est sur la perte d'usage d'une surface dédiée à l'agriculture, on ne peut pas considérer que le méthaniseur sera comptabilisé. D'accord. Et les éoliennes? Alors, les éoliennes, je ne suis pas une nomenclature. Les éoliennes, sur la surface d'emprise, oui, mais par contre, c'est vrai qu'elles ont une plateforme, je crois que c'est 2500 mètres carrés autour du mât qui est coulé en béton. Ça me semble beaucoup. Mais je crois que c'est une très grande surface qui est une grosse bétonnée. surface, oui. Ouais. Et après, elle est recouverte de terre, mettons, sur 1 mètre. Et comme il y a un usage agricole qui est possible sur ces espaces-là, eh bien, ce n'est pas comptabilisé. Mais par contre, il y a les chemins d'accès pour les éoliennes. Oui. D'ailleurs, j'avais repéré dans l'observatoire Vigisol que dans la Manche, la première cause d'artificialisation, c'est le regroupement des fermes, c'est la mise aux normes des bâtiments et c'est justement l'installation de nouveaux chemins d'accès qui pompent énormément de surface. Comme quoi. Alors, tu vois, pardon, il y a un outil justement en fait, quand on est sur ces questions de paysages ruraux, de paysages traversés par des infrastructures de transport. Moi, il y a un outil que j'étudie depuis assez peu de temps et que je trouve fascinant. C'est l'AFAF, l'AFAFE. L'AFAFE, c'est dur à dire. C'est quoi l'AFAFE? C'est l'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental. Et donc, c'est la version moderne du remembrement qui est utilisée par de plus en plus de communes pour repenser leur parcellaire, mais pas que leur parcellaire agricole. Ça peut impliquer aussi des parcelles naturelles. Et on revoit complètement, en respectant la topographie, l'hydrologie, etc., la distribution, de manière à avoir en fait une réintégration paysagère de l'agriculture, ce qui va consolider les paysages ruraux. Et c'est utilisé de plus en plus à des fins environnementales et plus uniquement à des fins de facilitation et d'agrandissement des exploitations agricoles. Et donc, ça s'accompagne de politiques de baux ruraux environnementaux, de départements qui va garder la maîtrise foncière et de replantation de haies, de réseaux de haies et de bocage. Ça m'amène à une question de Gaël Louedon qui est dans le même thème. Il n'y aura pas de ZAN, est-il possible sans intégration de la question de l'aménagement alimentaire de l'espace dans le code de l'urbanisme? Autrement dit, la meilleure façon de protéger les terres agricoles, ce n'est pas de demander aux agriculteurs de fournir les cantines via les plans d'alimentation territoriale, par exemple. Ça peut aider à l'effectivité du ZAN. C'est un sujet qui, à mon sens, dépasse complètement la portée du ZAN. D'accord. Et qui pouvait déjà être intégré dans les outils antérieurs. En fait, si la question c'était comment protéger les terres agricoles de l'artificialisation, on n'avait pas vraiment besoin de nouveaux droits. Ah oui, non. On n'avait pas besoin du ZAN. Ben non. Non, il y a des communes, si on regarde justement les cartes, il y a des communes qui sont très sobres, il y a des communes qui ont fait attention à leur étalement et qui ont mis en place des mécanismes. On parlait des ZAP tout à l'heure, aussi des PÉAN, les périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains. Qui sont peu utilisés, hein, comment? je crois. Qui sont peu utilisés. Ils sont très peu utilisés. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal connus? Parce que c'est compliqué? Parce qu'il y a des pressions aussi électoralistes et d'aller expliquer à des propriétaires fonciers qu'on va geler en quelque sorte la vocation agricole de leurs espaces alors qu'ils avaient peut-être en tête l'idée que dans 10 ans, ça serait vendu parce que urbanisable. Ce n'est pas forcément compatible avec une réélection. Et donc, il y a des questions qui sont justement, on parlait des déterminants de l'artificialisation tout à l'heure, qui sont donc plus politiques que juridiques. Et le droit, à un moment, on peut lui reprocher d'être trop strict, mais on peut lui reprocher aussi d'être trop souple, trop facultatif, mal calibré. La question est à la fin, mais que voulez-vous faire de vos terres? Et imposer sur des terres agricoles des servitudes réglementaires qui auraient la même force qu'un arrêté de biotope,
pour interdire certains usages et qu'il faudrait modifier par arrêté préfectoral ou même par décret ministériel, le droit pourrait le créer, tout à fait. Mais est-ce que c'est ce dont les gens ont envie? Et est-ce que c'est ça qui arrêterait l'artificialisation? On voit très bien, pour avoir mené quelques recherches sur le périurbain parisien, que lorsqu'il y a des zonages agricoles qui ne sont pas acceptés, il y a des formes d'occupation illégale des terres qui dépassent complètement les maires en place, qui sont obligés de faire venir des camions de CRS pour déloger des gens. Vous imaginez l'ambiance dans le village derrière. Et donc, à un moment, il y a le droit, mais il y a le reste. Il y a le reste, il y a Philippe Billet, par exemple, un inconnu, qui vous demande, peut-on envisager des quotas de terres artificialisables comme on a des quotas de gaz à effet de serre? Alors, alors on peut l'envisager, hein, on n'a pas de limite. Ça me fait penser au mécanisme des transferts de droits à construire, qui est assez privilégié chez des économistes et qui était identifié comme un levier justement de dire, bah voilà, vous avez des besoins de construction, mais vous n'avez pas de droit de construire parce que vous avez déjà tout mangé. Moi, à côté, j'ai des droits à construire, mais je n'en ai pas besoin, donc je vous les vends. Mhm. Et Oui. derrière, voilà. Mais finalement, le problème étant que l'artificialisation des sols en France est tellement un problème territorialisé, localisé. Ça voudrait dire qu'une commune qui aurait des droits à construire, mais sans aucune pression, qui aujourd'hui ne construit pas, en fait, pourrait finalement trouver une aubaine Mhm. économique pour augmenter la constructibilité dans des zones qui sont déjà asphyxiées. Ce Donc, sera le pire de la compensation. ça serait, non, mais disons que ça mériterait au moins d'être encadré Mhm. sur certains territoires. Question de Xavier Marier. Au titre de l'évaluation environnementale et au vu de la définition fonctionnelle de l'artificialisation des sols, une étude d'impact ne comprenant pas d'études pédologiques pourrait-elle être considérée en droit comme irrégulière, non recevable par l'autorité environnementale? Voilà une question qui est bonne. Je pense que oui, Ben voilà. puisque donc depuis l'ordonnance de 2016 qui a intégré la directive de 2014 où on décrit distinctement les impacts sur les terres et le sol, on pourrait tout à fait envisager qu'il y a une insuffisance dans l'évaluation environnementale. Alors après, moi, ce qui me questionne, c'est que derrière, comme l'impact sur le sol ne renvoie à aucun régime de protection, ni à aucune forme d'indicateur d'atteinte au sol. Comment est-ce qu'on mesure les atteintes au sol? On n'a pas aujourd'hui, dans le droit de l'environnement, des indicateurs de qualité des sols qui permettraient de mesurer cet impact-là. Donc, ça pourrait finalement laisser le juge un peu circonspect sur la réalité de l'absence d'impact. Et là, j'en profite justement pour évoquer qu'une des pistes d'évolution du droit qui pourrait être là très prochaine, et puis dans la dynamique de 2023 d'une directive européenne en préparation, il faudrait absolument se doter d'indicateurs de qualité ou de santé des sols, peu importe le nom. D'accord, il y a beaucoup de questions, hein. Et j'essaie de les résumer. Des questions sont parfois très longues. Je salue d'ailleurs mon ami Jean-Claude Marcus. Jean-Claude, tes questions sont trop longues. Il faudrait les faire plus courtes. Parce que tout en écoutant Meili, j'essaie de tout synthétiser, je deviens fou. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Si, ça va revenir, ça va revenir. Oui, il y a une question. Voilà, j'ai perdu son auteur et je m'en excuse par avance. Est-ce qu'un sol pollué est considéré ou devrait être considéré comme un sol artificialisé? Alors, les sols pollués ont leur propre régime. Mhm. Et la plupart du temps, quand ils sont pollués, ils sont artificialisés, si on pense par exemple aux anciens terrains militaires ou aux friches industrielles. Mais vous pensez peut-être aux pollutions d'origine agricole. Oui, ou même vous parlez des terrains militaires ou d'anciennes zones industrielles couvertes de végétation, phytoréhabilitation. Ils ont l'air d'être sauvages, pleins de nature, et en fait, ils sont pollués, mais en même temps, ils sont pleins de nature, pleins de végétation. Alors, c'est artificiel ou pas? Alors, c'est difficile de répondre comme ça in abstracto.
Mais par exemple, tous les bords de route, les bretelles, Ouais, ces tiers espaces qui sont très végétalisés sont quand même compris dans l'artificialisation. d'accord. OK. Question de Sophie Raouz qui m'envoie une question très longue depuis le train. C'est donc elle a du réseau. Comment, à votre avis, seront calculées les valeurs des sols dans les logiques de compensation à partir de 2031? Est-ce que l'on va vers des diagnostics de qualité des sols à la parcelle, incluant des indicateurs sur l'ensemble des fonctions des sols? C'est une très bonne question et Ah c'est oui. là où, je répète ce que je disais à l'instant, Mhm. il me semble urgent pour essayer de donner une véritable dimension pédologique au zéro artificialisation nette, de mettre en place ces indicateurs. Parce que très concrètement, on ne peut pas aujourd'hui se contenter de la nomenclature donnée par le décret. Qui ignore complètement les fonctions des sols. Et si jamais on donnait au gouvernement clé en main des éléments liés à la mise en place d'indicateurs qui permettraient de mesurer l'atteinte au sol, très certainement, ça viendrait compléter utilement le ZAN. Eh ben voilà, c'est dit. Philippe Billet évoque la dialectique droit à construire, devoir de rénover. Autrement dit, là, oui, la rénovation urbaine, construire sur l'existant, utiliser les friches. D'ailleurs, une arme avancée par l'État avec quelques subventions derrière. C'est ça, construire sur l'existant, utiliser les friches d'anciens terrains industriels, on en parlait tout à l'heure, que l'on dépollue pour pouvoir continuer à construire. Alors, vous allez dire que je suis jamais contente, hein. Mais oui, mais non, ben non, j'attends. Alors, je vous écoute. Mais moi, il y a une chose qui m'inquiète un peu, Ouais. ça va être justement là, dans la lignée de cette frénésie de densification qu'on pressent depuis l'été dernier. C'est est-ce qu'il va falloir protéger les sols urbains du ZAN? Puisque, C'est-à-dire? puisque certes, densifier, donc ça va être la nouvelle, Mmh. le nouveau mode opératoire. La définition de l'artificialisation dans le code de l'urbanisme, elle parle quand même de l'équilibre à respecter avec la nature en ville. La crainte va être que cet équilibre ne soit pas respecté, au contraire, et que la densification et la réutilisation des friches soient faites en dehors de toute concertation, participation du public et donc des usagers proches de ces espaces-là qui, même s'ils sont dégradés, ont aujourd'hui une valeur sociétale forte pour certains, et qu'on se retrouve face à des projets qui n'auront pas été co-construits, pensés avec les populations alentours. Et j'en Pas veux pour preuve, ouais. pardon, je vous coupe, j'en veux pour preuve que le projet d'ordonnance là, qui est actuellement en consultation prévoit que sur les projets qui seront menés sur des opérations, sur des sols déjà artificialisés, pourront s'exonérer de certaines procédures, notamment d'enquête publique et de consultation du public, dans une perspective d'accélération. Donc on voit bien qu'on n'est pas vraiment dans une démarche participative là sur Lausanne, hein. C'est intéressant ce que vous dites parce que les villes, effectivement, elles ont une obligation sociale de construire plus de logements et en même temps, elles libèrent enfin leur sol pour recueillir plus facilement les eaux pluviales, pour se déconnecter les rues des réseaux d'eau pluviale, pour alimenter, abreuver, pardon, une végétation qui viendrait demain faire de l'ombre et rafraîchir l'air. Enfin, toute cette gestion qui a mis 30 ans, des eaux pluviales qui a mis 30 ans à arriver en France. Donc, les villes ouvrent leurs chaussées, se végétalisent et en même temps, vous dites oui, mais il y a un mouvement contraire qui est celui de non, il va falloir densifier au détriment de la végétation. C'est intéressant, ça, d'un point de vue politique, que vont faire les maires demain. Typiquement, alors voilà, typiquement un exemple qui m'a été donné la semaine dernière pour discuter avec des cabinets de géomètres qui donc dessinent hein, les projets de lotissement, au sol du moins, c'est que d'une part, vous avez les aménageurs qui veulent des noues, donc des réseaux d'évacuation d'eau naturels. Et quand le géomètre lui explique, bah oui, mais une noue, ça prend 3 mètres de large, Mhm. alors qu'un tuyau, ça prend plus d'emprise au sol. Et que ben, il faut mettre 3 maisons de plus parce qu'on s'est dit qu'on allait profiter d'avoir le terrain artificialisable pour densifier, et ben, la noue, il n'y a plus de place pour la mettre. Donc on repart au tuyau.
pour essayer de vous réjouir. Allez voir le plateau de Haye, au nord de Nancy, 450 hectares, 12 000 habitants, logement social, bar en façon 30 glorieuse, qui a été totalement rénové par et pour l'eau. La végétation est partout, un parc de 15 hectares a été créé. Et là, pour le coup, les loups, personne n'y a trouvé à redire, et même les habitants qui ont dû aller garer leur voiture ailleurs, 12 000 habitants quand même. Donc, c'est possible, et Jean-Claude Marcus, justement, d'identifier ou végétaliser la ville pour prévenir les îlots de chaleur. Comment on va dessiner ça? C'est quand même compliqué pour les élus demain, hein, faire face à l'effet îlot de chaleur urbain, en même temps donner un logement à tous, sans que personne d'ailleurs ne vienne dire qu'il faudra peut-être un jour ou l'autre contrôler les prix de l'immobilier. Florence Ponton vous pose une question qui sera la dernière, je pense. En résumé, pour faire avancer le sujet auprès des futurs élus, quels sont les 3 à 5 points, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas dit 4, 3 à 5 points clés à porter à leur connaissance? Allez, je suis maire d'une ville, vous me dites quoi? Maëlys, engueulez-moi. Prenez votre balai, là, votre balai de sorcière. Eh ben, je vous dis quel est le taux d'imperméabilisation de vos sols. Bien, d'accord. Déjà, ça fait un premier élément de diagnostic. Mhm. Deuxième élément, sur vos sols non artificialisés, est-ce que vous avez une idée de leur qualité? Quelles sont les fonctions qu'ils rendent? Parce que c'était ça, à la base, le ZAN, c'était une opportunité pour les élus d'augmenter la connaissance de leur sol sur leur territoire. Mhm. Troisième point, est-ce que vous êtes véritablement certain que votre population est contre la construction de logements collectifs, petits collectifs avec espace vert collectif derrière? Parce que cette espèce de croyance française, visiblement, elle est plus si vraie que ça. Ah oui. Non, il y a une étude qui vient de sortir qui dirait que les gens sont prêts à vivre en collectif dès lors qu'ils ont un accès à l'extérieur. Donc, un balcon pourrait être suffisant. Mhm. Et C'est déjà pas mal, hein. quatrième point, c'est un élément qu'on pourrait emprunter aux Belges, c'est est-ce que l'aménagement que vous projetez peut se substituer à un aménagement déjà existant à proximité et non saturé, même s'il n'est pas sur le territoire de votre commune. Je pense notamment à une piscine, un gymnase, un équipement sportif. Et qui peut aller dire ça à un maire? C'est vous, juriste? C'est un bureau d'études? C'est qui? Qui aurait le pouvoir de demander ce genre de compte à un maire? Ça serait intéressant si on avait un établissement public de gestion des sols, si on avait une mise en place des sols, une gouvernance des sols en fait plus horizontale à l'échelle de celle de l'eau, par exemple, qui permettrait de mettre autour de la table des assemblées de gens qui ne seraient plus limités et par leurs compétences professionnelles et par leur statut ou non de propriétaire. D'accord. Bon, je sens qu'on peut encore continuer le débat pendant des heures. Merci. Maëlys Desrousseaux, le sujet est loin d'être simple, vous avez été parfaitement clair. Gaël Louédon n'est pas content de la façon dont j'ai posé sa question, de la façon dont on y a répondu, donc je vous laisserai y répondre parce que je suis lâche. Maëlys Desrousseaux, il vous a fait une grande réponse. Merci encore. L'émission suivante n'aura pas lieu un mardi, parce que ce mardi-là, je ne suis pas disponible, mais exceptionnellement donc un mercredi, le 29 juin, lendemain du 28 juin, l'attentat de Sarajevo. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, c'est la période est tellement déprimante que je pense à ma guerre 14. Donc le 29 juin, nous recevrons Lola Richel. Son sujet, elle a travaillé sur le sol du pédologue et la terre du paysan, comment faire dialoguer chercheurs et paysans. Excellent thème, philosophique, psychologique, anthropologique, sociologique. Je cherche un autre mot en que je n'en ai pas pour terminer la saison. Ce sera donc la 21e et dernière émission de la saison avant la pause estivale. Entre-temps, si vous avez des sujets qui vous viennent pendant vos vacances, que vous passerez au sol, sujets que vous aimeriez voir traités la saison prochaine et d'intervenants que vous aimeriez que nous invitions, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions dans le formulaire de contact du site media.ewa.fr. Cette émission, n'oubliez pas, est aussi la vôtre et vous en aurez la rediffusion, pour ne pas dire le replay, dans un mois. Maëlys Desrousseaux, encore une fois, merci. Vous avez gagné 20% de téléspectateurs et tatrices en plus en 1 heure. C'est pas mal. Merci. Vous pouvez reprendre une vie normale. Merci à vous. Merci pour les échanges. Quant à mon petit plaisir, à très bientôt.
Merci. Quant à mon petit rituel de vous dire ce que je vais manger après mon émission, je n'en sais strictement rien vu que je suis invité, mais à mon avis, il n'y a plus rien du tout à cette Du riz de heure-ci. Camargue, non? Du riz de Camargue, ouais, mais il faudrait que je le fasse cuire, mais je ne sais pas où. À bientôt et donc au 29 juin. Au revoir. Au revoir.